Bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur d'inaugurer, d'ouvrir ces 2 journées d'études sur la question suivante, penser la paix en relation avec le programme d'agrégation de philosophie. Et j'ai aussi le plaisir d'introduire ces quelques éléments sur la notion de paix qui ne manquera pas d'être approfondie au long de ces 2 journées. Dans un passé travaillé par le futur, de petits hommes verts, au cerveau surdimensionné, établissent un contact avec les habitants de la Terre. Transportant un appareil traducteur instantané, sous la forme d'une petite valise, ils débarquent sur la Terre et s'adressent aux humains. Sous forme de petites phrases répétées, ils assurent qu'ils veulent la paix, rien que la paix. Ils ont des intentions pacifiques, ne veulent que du bien aux êtres qu'ils rencontrent. Et tout en baladant leur boîtier valise dispensant des discours iréniques, ils pulvérisent systématiquement tous les hommes sur leur passage. Alors vous aurez peut-être reconnu le film de Tim Burton, Mars Attacks, datant de 1996, l'occasion pour le réalisateur de fustiger la rhétorique politicienne qui dit le contraire de ce qui est fait. Occasion aussi de fournir une satire bien sentie des mœurs états-uniennes dont les martiens se moquent avec alacrité. Parodie des films de science-fiction, Mars Attacks est surtout un exemple de réversibilité critique. Les États-Uniens sont renvoyés à leur propre perversité. Pacifiques en parole, belliqueux et hégémoniques dans les faits, ils sont exterminés avec leurs propres moyens. Alors, avec cette contradiction profonde détectée aux États-Unis, mais bien répandue partout ailleurs, est pointée la difficulté inhérente à toute réflexion philosophique sur la paix. Il apparaît dans un premier temps, qui est celui du sens commun, mais aussi dans un deuxième ou dans un troisième temps, il apparaît comme très difficile, voire impossible, de penser la paix sans la guerre. Or, les spécialistes de la guerre, et ils sont nombreux ici, sont loin de penser la paix comme le contraire direct de la guerre. Très souvent d'ailleurs, les 2 domaines de recherche ne se recoupent pas. L'histoire de la naissance de l'Institut pour la paix, à partir de l'association d'études de la guerre et de la stratégie, alors à partir sous-ensemble, excroissance, détachement, prise d'indépendance, cette histoire témoigne de la difficulté à penser la paix pour elle-même. De fait, la paix, lorsqu'elle est nommée, sans même aller jusqu'à être traitée, la paix fait référence à la guerre. Elle est trêve de 100 ans, inscrite sur les bornes en Grèce ancienne, ou intervalle entre 2 guerres, sous la plume de Hobbes. Elle est ainsi définie contre la guerre et à proximité de la guerre. Donc la philosophie et toute investigation qui passe par le discours sont dépendantes des formes du récit, et j'entends par là une dramatisation. Et en effet, la guerre est spectaculaire, riche d'événements et de retournements, elle est intensification du sentiment d'existence pour certains. En bref, elle fournit à l'infini des images et des histoires. Donc la violence collective systématique est décidément un bon sujet. Par rapport à cela, la paix apparaît sans relief, difficile à exprimer, à imager. De manière anecdotique, là encore, l'Institut pour la paix, je crois le savoir, éprouve quelques difficultés à trouver des images, des visuels, comme on dit, pour traduire la paix dans le champ sensible et esthétique. Donc, surabondance des discours sur la guerre, hyperdramatisation, qui pose parfois aussi le problème de la complaisance et du voyeurisme, et à côté, ou en face, invisibilité de la paix fuyante dans ses manifestations, dans ses représentations, dans la réflexion. D'où évidemment l'importance des contributions à venir en la matière.
La paix est donc le concept de quelque chose de très fuyant. Presque pas d'image, des discours qui ne la pensent que par rapport à la guerre, en négatif de celle-ci, comme s'il était impossible de penser à un état, une situation où la violence ne ferait pas office au minimum de repoussoir. La paix serait à chaque fois un vide, une absence de conflit, absence de désordre, de troubles, de maux. Alors à cette paix négative, négativement exprimée, certains ont opposé une paix positive, par exemple le sociologue Johann Galtung, une paix positive qui serait garantie de la justice, du bien-être, de la sécurité, etc. Mais, ce faisant, la paix positive déplace la question de la définition sur d'autres termes, elle-même se réduit aux conditions de possibilité. Alors évidemment, on peut légiférer, et ça c'est une très bonne chose, mais on ne sait toujours rien. Que serait une description ou une représentation de la paix qui ne s'opposerait pas conceptuellement à la guerre ou à la violence? Alors je n'ai pas trouvé de meilleure expression approchée ou approchante ou approximative que les travaux et les jours. La proposition d'Hésiode passe non pas par la conceptualisation, mais par le poème, le mythe, un mixte de paroles énigmatiques et puissantes qui dessinent et décrivent un état des hommes et des femmes dans leurs activités quotidiennes, leurs croyances. Les travaux et les jours, ce sont des images que l'on appréhende dans une durée étale, une répétition réglée, un certain rythme de la récurrence saisonnière. Donc un poème qui relie un travail, une œuvre et une certaine temporalité. La paix se saisit donc dans un déplacement, une activité répétitive et productrice, nourricière, et un temps étal, sans heurts. Le poème n'est pas pour autant la description ou l'invention d'une société hors du temps. La dimension politique est bien présente, mais pas immédiatement, ça qui est intéressant, sous la forme de la guerre. L'existence humaine découle en effet du mythe de Prométhée et Pandore dans le texte, de la fable des 5 races de l'humanité. Le gouvernement arbitraire est évoqué avec la fable de l'épervier et du rossignol, et 2 cités s'opposent, celle de la justice et celle de l'hubris. Déclinaison évidemment possible des caractéristiques de la paix et de la guerre. Les travaux des champs sont donc possiblement perturbés par les maux qui bouleversent la tranquillité entre les nations. Donc non pas opposition, mais contraste. La paix, c'est surtout une temporalité spécifique, dégagée des effets de la dramatisation et du récit, d'où une représentation et une figuration difficiles. Une qualité du temps bien loin des développements machiavéliens. Cette temporalité élimine en effet la possibilité même de la conjoncture, de l'occasion. Elle se caractérise par une durée identique à elle-même. Pas d'événements violents et saillants, mais une durée étale où les événements qui se ressemblent sont garantis de la tranquillité. Tranquillité, harmonie, répétition à l'identique. La paix de l'âme rencontre la paix des cités, ataraxie personnelle mais aussi collective. Alors la fresque très connue du Palazzo Pubblico à Sienne, si célèbre, met en scène justement ce contraste. Le temps et la cité de la guerre, avec son déchaînement diabolique, le temps et les cités de la paix, avec les récoltes, les danses. Les figures allégoriques sur cette fresque redoublent ce sens, puisque la paix est liée, littéralement liée par une corde, à la justice et à la concorde. Donc concorde est le nom d'une situation politique, la paix est bien ce qui englobe les travaux et les jours dans leur répétition sans aspérité. Le temps de la paix est donc constitué de la répétition même, mais une répétition particulière, puisqu'il n'y aurait qu'un changement saisonnier pour le différencier, comme dans un film de Artavast Péllékian ou une fugue de Bach,
film et fugue pouvant ne jamais s'arrêter. Une répétition aussi à aménager dès lors que l'on sort d'un trouble ou d'un désordre, et ainsi la temporalité change. Je pense au temps si particulier de l'après-guerre, dont on parlera bien sûr pendant ces journées, avec le temps de la transition, et à cette chose étrange qu'est un traité de paix ou un plan de paix. Dans la transition, dans le traité, il y a comme un suspens dans lequel on cherche à réinstaurer de la répétition, à définir toutes les conditions de la régularité et du temps étal qui fait retour. Donc ce temps indéfini correspond, je dirais, à une ère. Et pour terminer, je reviendrai à mon exemple de départ, le film de Tim Burton. Celui-ci, donc le film joue sur un certain nombre de clichés, de topoi concernant les peurs sociales et politiques, la peur de l'invasion qui se retourne contre les envahisseurs, mais aussi, puisque les références sont aux années 50 et aux science-fiction extraterrestres, la peur de l'ère nucléaire, à savoir la peur d'une menace double, froide, de destruction totale, sans passer par la case guerre, puisque une seule bombe suffit. Le film serait basé sur un jeu de cartes, paraît-il. Je n'ai pas tout à fait vérifié, c'est Wikipédia qui le dit. Le film serait basé sur un jeu de cartes sorti en 1962, au moment de la crise des missiles à Cuba, peut-être le moment où nous avons été le plus près de l'explosion nucléaire. Alors en ce sens, je suis Gunther Anders, la bombe est faite pour être utilisée, elle l'a déjà été, donc elle le sera. Point de la dissuasion. Mais on pourrait aller plus loin. La destruction nucléaire de la planète, c'est à la fois le contraire de la paix et la garantie de la paix retrouvée sur une terre débarrassée des sources de conflit, réinstaurant un temps étal de la répétition non humaine cette fois. Alors vous l'aurez compris, les images ne nous sont pas d'une grande aide, restent les symboles, et notamment les symboles forgés qui cryptent un raisonnement. Si j'élimine le symbole de la colombe et du rameau d'olivier, pour ne garder que celui que vous connaissez tous, le cercle, barré d'un diamètre vertical, avec deux branches vers le bas, je note que ce symbole fut d'abord un signe inventé contre l'armement nucléaire, dont Bertrand Russell était à l'initiative, et qui associait antinucléaire, paix et pacifisme. Je vous laisse méditer ce rapprochement. Et en attendant, je remercie l'Institut pour la paix de nous permettre ce temps d'échange sur un sujet finalement un peu mal aimé. Son équipe s'est saisie de l'occasion donnée par le programme de l'agrégation de philosophie que nous contribuons dès le mois d'octobre à déployer, preuve qu'il n'y a rien de mieux que l'effort collectif. Nous sommes accueillis par le campus Condorcet, que je remercie également, et le nouveau collège d'études politiques, dont je salue les étudiants ici présents. Je vais laisser la parole au premier intervenant de cet après-midi, Benjamin Boursier,